Le thème que j'ai développé, c'est la tâche du management avec sécuritaire. C'est comment éviter l'accident avant qu'il se produise et limiter les conséquences d'un accident. C'est les buts qui se fixent, bien entendu, quand on essaie de mettre quelque chose en place dans ce domaine. Alors, quelques autres photos qui vont dans le même esprit que je vous ai montré, mais qui sont importantes. En organisation européenne, on travaille sur l'idée, le risque, c'est-à-dire qu'il y a la piscine qui est plus facile à sécuriser, avec 3 baigneurs à l'intérieur et 3 nageurs autour, ça va assez facilement. Et puis il y a des situations où c'est un peu différent, mais on est obligé d'en tenir compte aussi, ça existe. J'ai dirigé des équipements, je fais 16 heures dans la journée, où j'avais plus de 3000 baigneurs, on a des dents l'équipement, on a 100 quotidien. Bon, ça s'anticipe. Il y a des équipements très grands, avec des vagues, avec plein de choses. Voilà, il y a des choses, voilà, c'est d'autres qui existent. Pas trop clair. Celle-là, c'est extraordinaire, une des meilleures. Je vous rappelle que le concept de la surveillance, c'est la surface et du fond. La surface, je vais voir un peu où elle est. Le fond, un peu plus compliqué. Voilà, il y a des choses sympathiques, voilà, c'est des photos, voilà, ça existe. Donc les notions de FMI, pas les mêmes dans tous les pays, je précise. Il y a aussi des équipements complexes à surveiller. Quand on prend des équipements comme celui-ci, on pourra en loin dedans, c'est un petit parc aquatique celui-ci, mais je dirais les parcs aquatiques, les problématiques sont totalement différentes. C'est-à-dire que là, on rentre non pas dans le bassin rectangulaire, dans la multitude de petits bassins passés, avec toboggans, rivières à bouée, avec des attractions dans tous les sens. Et c'est encore une autre gymnastique de l'esprit pour mettre en place et une sécurité là-dedans. Quand il y a des choses nouvelles qui apparaissent, on sait faire des loups en toboggan, l'innovation évolue, même du travers. Bon, c'est pas le pic à la verticale pour des questions de sécurité, mais c'est quand même assez spectaculaire. Il y a des bassins immenses. Je vais ici faire 1 km de long. Il y a des attractions nouvelles. Ça date déjà un peu, ça fait 10-15 ans. Voilà, il y a plein de situations, mais il faut anticiper, quelles que soient les techniques qu'on va prendre là-dessus, il va falloir anticiper l'organisation de la sécurité dans ces équipements. C'est en Allemagne, plus près de chez nous. 107 mètres de plafond, 250 mètres de large, l'établissement 450 mètres de long. Tout à fait. Le même vue d'en haut. Voilà, on va rentrer dans le sujet avec ça. Donc, il y a une notion nouvelle qui est apparue depuis l'apparition des normes 1588. Je rappelle qu'elles sont parues fin 2008, donc aujourd'hui plus personne n'est censé les ignorer. C'est plus des nouvelles normes. Elles vont être révisées l'année prochaine. Là, leur première révision tous les 5 ans, comme pour les brevets bachelors, il y a la révision tous les 5 ans. Donc là, on a mis en place maintenant une nouveauté dans ces normes européennes, qui est l'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'on demande dans les piscines de faire une évaluation des risques. Jean-Claude Franck en a parlé tout à l'heure, puisqu'il a appuyé sur cette norme aussi dans son livre. L'évaluation des risques, c'est se poser la question avant l'ouverture, déjà dans un temps, lors de la phase de conception déjà, donc avant, bien avant l'ouverture et bien avant la construction, qu'est-ce qu'il va y avoir comme risque, qu'est-ce que je peux faire pour limiter les risques dans l'équipement et concevoir. Deuxième chose, c'est au moment de l'ouverture. L'ouverture, je refais une évaluation des risques, quand ça existe, je peux changer le bâtiment. Qu'est-ce que j'ai comme risque à l'intérieur de ce bâtiment? Et quand je parle de risque, c'est pas que le noyade, on est bien d'accord. C'est incendie, c'est pollution, c'est produits chimiques, c'est chute, etc., etc. Tout ce qui peut se passer comme accident pour le public et le personnel. Et ensuite, on va refaire ces évaluations de risque régulièrement. Et plus principalement, après chaque accident et incident grave. On va se reposer la question, il y a eu un accident, est-ce que mes procédures, est-ce que tout ce que j'ai mis en place est bon, ou est-ce qu'il faut que je me pose question pour réviser un petit peu tout ça? On ne sait pas tous les temps même, j'espère que tous les 2-3 ans, généralement, on va être amené à se poser la question, est-ce que je suis encore dans les clous, est-ce qu'il ne faut pas que je revoie un peu mon système? Ou plus souvent, si ça se produit très souvent, c'est que j'ai peut-être oublié les choses. L'évaluation des risques, c'est effectivement pas seulement mettre en place derrière les procédures, c'est bien entendu un but, mais c'est aussi de voir qu'est-ce que je peux faire pour limiter les risques.
j'ai identifié un risque, peut-être que je peux le supprimer ou le limiter, plutôt que de mettre simplement une procédure en place pour agir si l'accident a lieu. J'ai un seul glissant. Je peux te dire, ok, j'ai une trousse de secours et un brancard à et je forme le secourisme. Je peux aussi dire, je vais le mettre en antidérapant, je vais mettre les mains pour que les gens se tiennent, enfin, etc. Il y a plusieurs façons de gérer le même risque. On va anticiper aussi un certain nombre de choses, règlement intérieur. Le règlement intérieur est là pour qu'il y ait des règles, fixer un certain nombre de choses. Ça, je vais le faire avant l'ouverture aussi. Il va être dépendant de l'évaluation des risques que j'ai faite. Il y a des choses qui, chez moi, ne sont pas acceptables. Je ne vais pas autoriser les gens à faire des AFD, donc ça c'est assez. Peut-être que je vais les autoriser, parce que je peux me permettre de le faire, à un certain nombre de cas. Je vais interdire aux gens de courir, c'est difficile, mais sur une course, c'est pas la peine d'interdire de courir. Donc je vais évaluer où est-ce que je peux faire quoi et à quel moment. Sachant que là, ça va me permettre aussi d'intervenir pour interdire aux gens marqués dans mon règlement. Ça me permet d'ailleurs de mettre dessus pour interdire certaines actions aux gens. Je vais envisager un maximum de situations visibles, bien entendu. Et ça, c'est une chose pour lui donner encore plus de poids. On peut le faire passer en arrêté municipal. Donc là, il apporte de loi et vous permet de vous appuyer encore plus dans un litige avec un client. C'est une option, c'est pas une option, mais c'est vrai que c'est bien. Le POS, qui donc s'appuie sur notre évaluation des risques, je rappelle, c'est toujours tout est un peu lié. Donc il inclut toujours tout ce qui est prévu dans les textes réglementaires, donc il y a un texte qui est sorti en 98, tout ce qui est sur le POS, donc tout ça c'est pas le choix, il faut que ce soit dans le POS. On va y rajouter toutes ces normes 288-1 et -2 rajoutent dedans, qui sont tout un tas de choses sur la pollution de l'eau, sur les autres risques, je dirais, que la moyenne. Alors, le POS, il doit donner des procédures pour les risques importants. Il doit être clair, simple, et laisser une marge de manœuvre. C'est-à-dire que je vois des POS, j'en analyse beaucoup, je me suis cité assez souvent pour analyser des POS. L'exemple que je donne à la fois, mais qui est très grand, pour aller au POS en rentrant, vous allez peut-être découvrir la phrase que je vous donne là. En cas de noyade, je prends le cas classique, puisque celui-là il est prévu dans tous les POS. En cas de noyade, le maître nageur qui décèle l'accident, doit informer un de ses collègues. 2, il doit venir, donc aider la personne, aller chercher la personne, la ramener au bord. Son collègue doit la sortir de l'eau, faire le bilan. Celui qui a fait le sauvetage, lui, sort de l'eau pendant ce temps-là, vient chercher les informations du bilan, va appeler les secours et revient à le matériel de soins, donc le fibrillateur, l'hypnothérapie, selon les retours. Ça paraît cohérent. Dans la pratique, c'est irréalisable. Donc 90% des accidents. Pourquoi? Parce que l'accident, obligatoirement lieu du bassin. D'abord, je ne peux pas toujours prévenir mon collègue, il n'est pas joignable, j'arrive pas à le voir, je ne vais pas courir à l'autre bout de l'établissement pour prévenir mon collègue aller faire mon sauvetage. Donc oui, je dois essayer de prévenir mon collègue, on est d'accord. Mais je ne dois pas mettre que je dois prévenir mon collègue. Je vais prévenir mon collègue dans la mesure du possible. Je vais mettre une petite réserve. Si j'arrive pas à le prévenir, j'ai déjà en faute au départ. Ensuite, intervention, c'est peut-être pas moi qui vais les sauver, il y a peut-être un client à côté qui les a ramenés au bord. C'est peut-être mon collègue, au contraire, qui est plus près, à qui j'ai réussi à joindre et qui va même faire le sauvetage. Donc pourquoi marquer que c'est moi qui fais le sauvetage? C'est pas une obligation. Sortie de l'eau. Si mon accident c'est dans un petit bain et pas dans un grand bain, on pense toujours l'accident au milieu du grand bain. L'accident, il est peut-être dans un petit bain à 1 mètre de moi, dans 80 cm d'eau. Je saute à l'eau, je prends mon noyer, je le mets sur le bord, j'ai déjà sorti, je vais faire le bilan moi-même. C'est pas gênant. Donc ne prévoyez pas des choses trop précises. Il y a d'autres qui doivent être faites, alerter si possible un collègue, faire le sage, tirer la personne de l'eau, faire le bilan, alerter les secours, ramener le matériel de premier secours, oui, ça doit être fait. Mais qui fait croire dans quel ordre? J'ai peut-être un médecin du SAMU en train de se baigner à ce moment-là dans ma piscine. Quel est le problème que ce soit lui qui le bilan et qui fasse les premiers soins? C'est pas le contraire. Laissez une porte ouverte à l'imprévu. Mais qu'est-ce qui doit être fait? C'est important. Mais en laissant une petite part de manœuvre. D'autant plus qu'on sait que des procédures, il n'y a pas que la noyade, donc il y a l'incendie, il y a la pollution de l'eau, il y a les pollutions, il y a la procédure, on a à prévoir dans notre poste. Pensez à votre lié que vous embauchez et que vous dites tiens, j'ai 500 pages à apprendre pour demain, je vais les connaître par cœur pour intervenir demain. C'est pas jouable. Une procédure, c'est quelques lignes.
une mesure d'intervention sur un cas d'accident, c'est une demi-page. C'est quelque chose d'extrêmement simple, et si vite qu'il soit cohérent, qu'il soit à peu près dans la même trame, je dirais, quelles que soient les procédures. Bon, et là, bien entendu, s'il y a l'évacuation de bassin, s'il y a l'évacuation de bassin, enfin, etc., on essaie de l'avoir le moins négatif possible. En fonction du risque et de l'organisation et du bâtiment, va obligatoirement influer sur les lignes qu'on met en place pour le personnel. Thierry en a parlé tout à l'heure aussi, la vigilance du maître nageur, pas le maître nageur, mais c'est la même chose pour une caissière, pour un employé de vestiaire ou autre, il a ses limites à un moment. La caissière pendant 6 heures sur pièce et qui vend sur une grosse foule en plein été, quand il y avait 2-3 000 personnes qui viennent dans la piscine, il y a peut-être un moment, elle a besoin de décompresser un petit peu aussi si vous voulez pas avoir trop d'erreurs de caisse en fin de journée. C'est la moindre conséquence, je vous l'accorde. Mais ça a aussi une influence dessus. Donc, tout compte de la fatigue propre à l'environnement, c'est brillant, c'est toujours facile. Pas que des gens agréables, des fois il y a aussi des engueulades, il y a aussi des choses dont on se passe à volontiers. Donc les plannings sont adaptés aux postes occupés. Sur rayon de bassin, la MLS doit être plus vigilant que certaines autres catégories pleines, mais les autres catégories aussi des fois des limites. Et puis tenir compte de la fréquentation prévue, ça on discutait ce matin avec nos amis canadiens, avec les différentes discussions de ce matin. C'est vrai que si j'attends beaucoup de monde, je vais peut-être avoir un peu plus de personnel que dans des jours où j'attends moins de monde. Je vais peut-être avoir plus de personnel en midi, le matin, etc. Après, il y a une autre notion dans le management qui va être la prévention. Ça, on en a parlé aussi, on revient dans des choses qu'on a déjà vues, mais c'est important de former les gens, anticiper ce qui pourrait passer. La surveillance, etc., on va en parler après, mais l'attention, c'est aussi à rechercher la situation à risque. J'ai une flaque d'eau dans mon vestiaire, peut-être que les gens vont glisser, et vont se casser la figure. Je vais peut-être, moi, pas attendre qu'ils se cassent la figure, je vais essayer peut-être de retirer la flaque d'eau avec une raclette, je n'en sais rien, pour essayer d'éliminer le risque. J'ai renversé un produit de nettoyage glissant sur le sol où j'ai fait un nettoyage, il reste du produit glissant, donc je l'ai bien rincé, je ne vais pas attendre qu'il casse la figure en me disant c'est pas grave, ça va aller. Je vais anticiper tout ça, je vais essayer de faire de la prévention sur ce que je peux éviter, bien entendu, l'accident est impossible à anticiper. Dans la norme européenne, on précise aussi un petit point important, on dit tous les matins on doit vérifier, on nous conseille de vérifier l'état de l'établissement. Un petit tour de l'établissement avant l'ouverture. Chacun dans son secteur, la caissière qui est au hall d'entrée, le vestiaire, vérifier ses vestiaires, le verre, vérifier les bords du bassin. Peut-être qu'on va découvrir qu'on a eu un cambriolage dans la nuit, des morceaux de verre cassés, parce qu'ils ont cassé une vitre pour rentrer. Peut-être que, j'ai eu le cas dans une piscine que je dirigeais, il y avait un gros parc aquatique que j'ai il y a quelques années. La nuit, il y a des baigneurs qui baignaient dans le parc. Ils ont jeté une bouchée en plastique dans un toboggan. Elle est restée coincée dans un virage. Le premier baigneur qui a pris le toboggan, je ne vois pas la frayeur qui s'est fait. Trouver une chaise coincée dans un virage en pleine vitesse, on a eu de la chance avec la table avec les pieds, ça a décoincé, elle est partie, il n'y a pas eu de problème. Mais ça aurait pu être extrêmement grave. J'ai mis en place des procédures depuis dans toutes les piscines que j'ai dirigées avec des toboggans. Tous les matins, le maître nageur avait des poubelles remplies de flottants qu'ils allaient jeter dans chaque toboggan, avec un sac fragile, préférence. Si le sac est en bas, intact dans le bassin d'action, c'est déjà bon signe. Si le sac n'est pas en bas, là il y a un problème. S'il arrive déchiré, il y a aussi un problème. Dans ce cas-là, on arrête le toboggan et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais il vaut mieux l'anticiper que d'attendre que ce soit le premier baigneur de test. Donc les plannings qui nous font, bien entendu, on arrive une fois, je reviens en arrière, voilà. Vigilance. Oui, un point important, la surveillance. Beaucoup de surveillance, le maître nageur doit être là, il surveille son bassin. La surveillance, et ça les Canadiens ont bien compris, la surveillance est active et passive. Quand on vous dit qu'au Québec, le maître nageur doit tourner la tête pour montrer qu'il surveille, c'est parce que là, réellement, il est obligé de surveiller. Si on est simplement présent et qu'on attend d'avoir des signes qui attirent notre attention à l'accident, on a tout faux. C'est trop tard, l'accident il a eu lieu. On doit effectivement veiller et surveiller réellement notre bassin. Il y a des techniques aux États-Unis, entre autres, qui nous appellent, je pense qu'au Canada c'est la même chose, qu'on est familier avec les procédures canadiennes, je ne connais pas les procédures canadiennes, très clairement, qui apprennent à dire, vous êtes le bassin,
je surveille mon bassin, on a un regard de droite qui va balayer l'intégralité de mon bassin, et ensuite je vais surveiller un petit peu dans l'autre sens, et m'assurer effectivement que mon bassin est réellement entièrement surveillé. Avec le geste de la tête qui est important, parce que je montre que je surveille. C'est pas seulement moi qui surveille. La notion de surveillance, c'est voir et être vu. C'est deux notions complémentaires et indissociables. Je peux très bien surveiller une piscine en étant caché derrière un poteau. Je tourne la tête, je vois mon bassin, personne ne me voit. Je peux très bien être en maillot de bain au milieu des baigneurs, je surveille ma piscine, personne ne m'identifie. Là, il y a un problème. Il y a un problème pour deux raisons. D'abord, que les gens ne se sentent pas en sécurité. Il est important que les gens se sentent en surveillance sécuritaire. Et c'est important aussi, et vous en arrivez là, vous avez vu, en cas d'accident. Le jour où il y a accident, il va y avoir enquête. Accident mortel, longtemps, très grave. On va avoir enquête. Et enquête, on va se demander où étaient les maîtres nageurs, est-ce qu'il y avait des maîtres nageurs. Si tous les clients qui étaient dans la piscine disent non, j'ai rien vu, il n'y avait personne, parce que le maître nageur il était trop discret, vous allez avoir du mal à justifier qu'il y était. Et tous les témoins disent le contraire. Donc la consigne, c'est de se montrer. On en rajoute même un peu. Vous avez tous vu les photos des maîtres nageurs américains, au Canada c'est produit aussi, avec la grosse orange, marqué Ward en gros, tout le rescue, on appelle ça. Où le maître nageur, il est debout, jambes écartées, il tient sa frite, et il est vraiment en position de surveillance avec la tête qui tourne. On ne peut pas dire qu'il ne surveille pas, hein, il est vraiment présent. Donc sans obligatoirement en arriver jusqu'à cet extrême, mais être au bassin, être bien positionné, montrer où on est là, avoir une tenue identifiable, déjà énorme. Ensuite, bien entendu, la surveillance est active, on n'attend pas l'accident, on le cherche, on essaie de trouver l'accident avant qu'il ne se produise, et après, bien entendu, il faut réagir. C'est évident. Et si on peut prévenir l'accident et ne pas l'éviter, c'est vraiment l'idéal. Oui, j'ai fini, c'est tout. Donc sur l'infirmerie, les fiches d'infirmerie, moi j'étudie mes fiches d'infirmerie. Chaque an, je fais l'objet d'une infirmerie. Chaque année, je ressors toutes mes fiches d'infirmerie, j'étudie mes fiches d'infirmerie. Je me dis qu'est-ce que j'ai eu comme accident, où et pourquoi. J'ai eu tant de glissades à tel endroit. On va essayer de le supprimer. Pourquoi il tombe? En l'occurrence, c'était des parcs aquatiques que j'avais dans l'est de la France. Les gens tombaient systématiquement au même endroit. J'avais beaucoup d'accidents au même endroit parce qu'ils pourraient rejoindre l'escalier qui monte l'autoboggan. Or, je faisais un virage à angle droit pour aller au toboggan sur le carrelage. Ils pourraient, ils arrivaient dans l'angle droit, hop, ils allaient tout droit, ils étaient sur le carrelage. On a mis quelques fauteurs au bon endroit pour les obliger à faire des chicanes, c'était réglé. Ces gens-là sont couchés. Il y avait 2 sortes de chutes qu'on a réussi à éviter du médecin. On a chuté en un an de 63% notre taux d'accident, de petits accidents. Donc, poser une bonne question, essayer de diminuer des solutions paraissent simples, complexes, d'accord, pour diminuer les accidents. Et j'ai terminé avec mes coordonnées, c'est des questions subsidiaires. Bien, donc, j'habite à l'Assemblée du Bureau international. À l'issue donc de ces 4 exposés, je pense qu'il y a un sens, c'est les mains. Donc avec les intervenants. Donc si vous souhaitez rejoindre le poste à votre place où vous voulez, alors vous pouvez venir à la tribune, j'allais dire. Je suis allumé. Donc oui, question, oui. Une question un peu générale, parce que là on a vu un petit peu au niveau d'invention, vous avez aussi au niveau intervention, Poséidon et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, et je m'adresserai peut-être plus à Poséidon, savoir aujourd'hui si on a encore avancé justement en technologie au niveau de surveillance, toujours sans remplacer le maître nageur, on est bien d'accord, hein, le maître nageur toujours son rôle, et il n'y a pas de... Et une autre question, c'était est-ce qu'on a imaginé avoir ici avec des surveillances, mais des postes en hauteur, c'est-à-dire avec tous les angles morts, par exemple 3D, etc. Quand on est vraiment au ras, au niveau des plages, est-ce qu'on a imaginé demain une piscine en ayant des postes en hauteur avec des postes sinon directement sur le genre relais, mais vraiment de surplomber finalement les bassins. Alors, pour répondre au deuxième point de votre question, c'est tout simplement vous faire part de ce que je vois au travers de mes déplacements professionnels. Il y a une zone géographique qui est parfaitement intégrée cet aspect-là, c'est la Scandinavie. Où, par exemple, en Norvège, toutes les piscines récentes qui ont été construites ces dernières années
vous avez une véritable notion de tour de contrôle. Et souvent, c'est pas simplement un peu d'observation très en hauteur, mais c'est également un local climatisé en liaison radio. C'est également quelque chose de très répandu en Scandinavie, c'est que tout le personnel de surveillance mobile dans la Sainte est équipé d'un système audio, et vous avez ce poste fixe entre guillemets tour de contrôle, en fonction de la superficie de l'établissement, entre une ou deux personnes qui sont en liaison radio avec leurs collègues. Voilà, à titre anecdotique, ce qui se pratique dans le nord de l'Europe et de manière quasi systématique. Pour répondre au premier point de votre question sur les technologies, la possibilité de progresser, etc. Premier élément de réponse, le zéro absolu n'existant pas. On estime qu'à une moyenne de plus de 80% de détection en 10 secondes, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a des tas d'enjeux. Enjeux technologiques. Quelles sont les limites de la technologie sur laquelle nous avons investi depuis 10 ans? La vision a aussi, on va dire, intrinsèquement des limites. Les limites de la vision humaine, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si la turbidité de l'eau est trop élevée, les caméras ne voient rien. Si il y a un soleil directement dans l'objectif, la caméra ne voit rien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en conception, en amont, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on prévoit une redondance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs caméras qui voient la même zone, de façon à ce que si la vision d'une caméra est altérée, l'autre puisse prendre le relais. Malgré tout, la vision, il y a une limite technologique. Et si on arrive, dans certains cas, entre guillemets, laboratoire, à tendre vers le 100%, un bassin angulaire sans fenêtre à lumière constante, on est à 89% mesure où la qualité de l'eau est correcte. Au demeurant, on est quand même plus proche des 80-90. Et après, si on augmente la densité de caméras, on arrive ça a une conséquence économique, c'est-à-dire qu'on va augmenter le système, et il faut essayer de trouver le juste lieu, c'est-à-dire apporter réellement une valeur ajoutée sans pour autant dépasser une certaine limite budgétaire. Il se pourrait que quelques années, il y ait d'autres voies technologiques qui permettraient d'appréhender la problématique différemment. C'est-à-dire parler de la vision, autre chose. Et éventuellement d'aller directement sur l'utilisateur, je pense aux enfants, alors je sais pas, on ne sait rien, mais sur les technologies de puces, comme on peut avoir aujourd'hui du GPS pour partout, d'arriver finalement dans un équipement, on vous remet un système, alors évidemment, il faut que ce soit super bien conçu, et pour des enfants. Existe, hein. Ça existe déjà, ça existe, mais alors, c'est d'une part, plusieurs points. Premier point, vous savez qu'en France, on a une piscine privée. Donc, noyades accidentelles en piscine privée. Il faut savoir qu'à l'époque, cette loi a éliminé ce type de dispositif. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas validés pour une utilisation en piscine privée parce qu'il y a un caractère aléatoire. C'est-à-dire qu'il faut absolument porter la puce. Or, le législateur a considéré qu'à partir du moment où l'assurance que cette puce portait, on entrait dans l'approche de poids, de mesure, on l'a pas, on ne sait pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et plus au travers des expérimentations qui ont fait relatif à la gestion de ce type de technologie. Imaginez un car qui arrive, 3 classes d'école, il faut équiper 90 gamins rapidement, c'est des bracelets qui doivent être rechargés, ce sont des bracelets bleus. La piscine que j'ai pu visiter avec cette technologie a pu mettre à la sortie de l'établissement des portiques anti-vol. Le prix du bracelet, c'est 50 € pour récupérer ces bracelets parce que les enfants partaient avec. C'est pas un système véritablement de détection de noyade, une technologie intégrée des ordinateurs de plongée qui alertait au-delà d'une immersion très déterminée. Donc on a un nombre d'informations non pertinentes, entre guillemets, relativement important. Voilà. Mais j'ai bon espoir que dans les années qui technologies fondamentales qui puissent permettre de prévenir la noyade
basé sur l'utilisation du lidar, du laser, des choses comme ça. La grosse difficulté, c'est que l'eau absorbe l'énergie. Donc, des limitations aussi par rapport à ça. Voilà. Oui, moi j'avais une question sur la société marine. Je trouvais que c'était intéressant ce que vous avez dit. Je voulais savoir quel était le volume de votre délégation de service public sur la gestion et si vous aviez d'autres, s'il y avait d'autres organismes comme vous qui avaient une délégation de service public. Oui, bien sûr, il y a des sociétés, aujourd'hui les sociétés marinières, 50 îles. On étudie 54. Il y a 6 concurrents, 6 sociétés sur le projet français. Et qui ont des options similaires aux vôtres, question d'options, parce que là vous avez un choix culturel qui était assez marqué finalement. C'est pas seulement, je dirais, la piscine comme ça, c'est... Voilà. Vous êtes un des relais d'univers, c'est tout ça. C'est qu'elles sont appelées le partenariat avec l'autorité des lois, parce que nous avons peut-être ça. J'avais une question sur le système Poséidon. Imaginons qu'il y ait un accident grave. Est-ce que les enregistrements font office aussi de pièces, on va dire, judiciaires, enquêtes, etc. Alors, bien entendu, puisqu'avant d'être un système de détection, c'est un système de vidéosurveillance. C'est-à-dire que toutes les informations sont stockées dans l'unité centrale, et ceci pour un délai maximum, pendant la règle en vigueur en France, c'est-à-dire de 30 jours. En l'occurrence, si les autorités, dans le cadre de leur enquête, souhaitent avoir accès aux images, nous sommes dans l'obligation de leur restituer ces données. J'en profite justement pour cela, on est sur un sujet extrêmement sensible. Et au moment où nous avons conçu le système, bien entendu, on ne l'a pas conçu tout seul, on l'a conçu en collaboration avec des professionnels de la surveillance, on l'a conçu en parlant également aux UG des piscines. Et un premier danger potentiel qui avait été identifié, c'est la possibilité pour les professionnels qui travaillent avec l'outil d'utiliser la fonction magnétoscope, de revenir en arrière, de faire des zooms, etc. Donc ça, on l'a éliminé. On nous a demandé de faire en sorte que l'utilisateur ne puisse avoir accès qu'à des images fixes correspondant uniquement au déclenchement d'alarme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que, éventuellement, on prend toujours seuls les paranoïaques survivent, on prend le cas d'un accident, d'une faillance dans la procédure, de la personne concernée qui a le réflexe de dire bah, je vais aller piquer le disque dur ou sortir les images de l'unité centrale Poséidon. En fait, ce sont des images qui sont enregistrées selon un protocole propriétaire, puisque nos technologies sont brevetées. Et donc, il faut une clé pour pouvoir, clé virtuelle, entre guillemets, software, pour pouvoir décoder et accéder à ces images. Une question aussi du matériel pédagogique utilisé régulièrement. Est-ce que Bonne question. ça pose un problème Alors, c'est une bonne question. Donc, première chose, au départ, on définit ce que l'on veut chercher. Si à chaque fois qu'il y avait une paire de lunettes qui tombait au fond et déclenchait une alerte, c'est pas très pertinent. Donc on a défini un modèle mathématique. On a vu qu'on voulait chercher tout ce qui faisait 20 cm de diamètre à minima et plus. Ça c'est la première caractéristique. Parce que 20 cm de diamètre peut être l'effet d'un bébé au fond du bassin. Deuxième point par rapport au matériel pédagogique, c'est vrai qu'on utilise souvent des câbles, de tubes, etc. Et ça, vu par le système, ça peut faire plus de 20 cm de diamètre dans la perception visuelle de la chose. Donc l'utilisateur peut tout simplement déterminer une zone limitée de non-surveillance. Je prends l'exemple, j'immerge ma cage pédagogique, ça va détecter une alerte au moment où j'immerge, elle va être matérialisée sur le schéma du bassin. Et là, je vais dire au système, merci de ne plus déclencher sur ce point-là pendant la durée de ma séance, en l'occurrence, on va prendre un exemple théorique, 1 heure.
Et pendant 1 heure, il n'y aura plus de détection dans la cage, par exemple. De la cage ou autour de la cage? De la zone que l'on aura définie. C'est-à-dire que ça peut être la cage, ça peut être la cage et un mètre. C'est l'utilisateur qui décide. Oui, sur le système, en cas d'accident, quel est le partage de responsabilité entre votre société et les métiers qu'on occupe? Je ne suis pas qualifié en matière d'organisation de la surveillance. Je ne suis pas un professionnel de la surveillance. Je suis spécialisé dans le développement de solutions logicielles en matière de vision par ordinateur. Je vends un outil d'aide et je précise que cet outil d'aide n'est en aucun cas prétexte à placer la réglementation en vigueur, qui en l'occurrence est diminuer le nombre de personnel en poste. Alors je peux ouvrir une brèche par rapport à cette discussion-là. Ça c'est ma position dans le monde entier. Parce qu'on travaille également à l'export. Si ensuite, dans un pays X, Y ou Z, en fonction de sa culture et de son approche, on a vu aujourd'hui des débuts de discussion approche différente de la sécurité. Vous avez par exemple, j'étais en gestion de risque spéciale dans les piscines et je m'appuie justement sur un exemple qui a été cité 1 ou 2 fois ce matin, qu'à un moment donné, le cumul de nombre de personnes en surveillance n'apporte pas forcément un plus en termes de dérehaussement sécurité. C'est une approche que j'ai déjà entendue à la fois au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Et bien dans ce cas-là, il arrive que certains experts vont dire, eh bien moi, telle configuration de bassin, je préfère, et en fonction de la FMI, etc., tous les paramètres dont nous avons parlé aujourd'hui, je préfère avoir par exemple 3 surveillants plus un outil technologique versus 4 surveillants. Et ça, moi je ne suis pas du tout habilité à prendre position. Je n'ai pas la connaissance. Oui. 2 points. Les caméras, donc, elles doivent rentrer dans le même schéma que les caméras de surveillance et inclure la déclaration à la publique, etc. Les déclarations de préfecture, c'est le même qu'on a. Oui, exactement. Donc juste un rajout à ce qu'on a déjà mis en place. C'est ça, si vous avez déjà de la vidéosurveillance classique, vous montez sur le schéma les caméras, les conditions de stockage des images, etc. Et deuxième point, pour toutes les démonstrations, on voit des bassins rectangulaires, oui. Sans forme, question intéressante. Est-ce que sur des bassins de type balnéo, avec les remous, les bulles comme ça, où là il y a beaucoup de bulles et on ne voit pas forcément le fond, est-ce qu'il y a une possibilité sur un bassin déjà existant, donc ça sera caméra aérienne, puisqu'on ne va pas revenir en... Bien là c'est la balance. Je vous cite un exemple, c'est le prolongement d'un bassin ludique extérieur, forme molle, ouvert 365 jours par an, et en hiver, production de vapeur, bulles, parce que banquette de massage, etc. Celui-là, du coup, en fonction de la solution que je vais avoir avec mon client potentiel, je vais éventuellement l'équiper de caméras sur la côte. Parce que la probabilité de détecter sera peut-être plus importante dans ce cas spécifique, avec des caméras sur la côte. Au vu des obstacles que vous venez de citer. Après, quand même, un autre élément de réponse important. Nous avons tout type de bassins. Des bassins à vagues, des bassins sportifs, 20, 50, des bassins ludiques, etc. Mais aujourd'hui, je m'appuie sur du SOTUR, je l'ai détecté noyade dans des bassins classiques. J'ai une explication. A priori, ce que j'ai pu constater, par exemple, dans un bassin, au moment de la session vague, c'est légitime, c'est normal, on est hyper concentré en matière de surveillance. Il n'y a rien qui va nous échapper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour les bassins ludiques, vous avez souvent un phénomène d'autosurveillance au niveau des utilisateurs du bassin, qui font qu'il va y avoir une intervention humaine avant même que le professionnel de la surveillance ne l'ait vu ou avant même qu'un système type bidon ne l'ait vu. Et ça, c'est... Pardon ?
statique. Parce qu'il y a un des statiques, parce qu'il y a une profondeur limitée, parce que, voilà, on repêche, on voit à ses pieds quelqu'un et on le repêche. Or, les comportements, tels les exemples qu'on a vus au bassin sportif, sont complètement. Je peux rajouter juste un petit témoignage complémentaire. On avait parlé à l'époque. Je dirigeais un parc aquatique il y a un certain nombre d'années, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai eu un accident mortel avec tout ce que ça implique, 7 ans pénal, condamnation à l'arrivée. Et un des reproches qui m'a été fait, et non des moindres, c'était de ne pas avoir installé un système de surveillance vidéo, parce que ça existe, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je laisse réfléchir. Ça pose quand même le problème un peu d'aliénation de l'homme à la machine. Alors, si, bien entendu, on l'a intégré. Alors, en cas d'intervention, plusieurs éléments de réponse. D'abord, il y a le risque entre guillemets, nous repose sur l'outil. On a beau dire ce qu'on veut, nous restons, nous ne sommes pas des hommes. Donc j'ai un outil qui, a priori, est assez performant. Du coup, je vais peut-être avoir une baisse de vigilance accrue versus une configuration sans lui. Alors, anticiper ce problème-là, et en collaboration avec le professeur Lard, c'est la référence, l'université des cas, on a fait plusieurs choses. La première, c'est que chaque utilisateur pourra accéder au système que dans la mesure où il aura bénéficié d'une formation initiale et qu'il aura assimilé de manière satisfaisante les informations essentielles quant à l'utilisation du système. Mais ça s'oublie. J'ai fait des tests, j'ai formé des gens, et quelques années après, je retournais dans l'établissement, et la plupart avaient complètement oublié ce qu'on avait vu, et c'est normal. Cela dit, ça responsabilise et ça limite l'utilisation du système par les gens qui n'auront pas été formés, puisque sans leur mot de passe, les gens ne peuvent pas accéder au système. Le fait d'entrer son mot de passe pour accéder au système, c'est à la fois une responsabilisation. Je ne veux pas parler d'aliénation, puisque moi, au risque de provoquer, si je suis pour surveiller, je suis payé pour surveiller, et j'assume ma responsabilité. Donc, d'une manière claire, oui, je lance le système le reconnaît. À ce moment-là, il y a aussi un message, c'est-à-dire que clairement, l'identité de l'utilisateur est affichée. On lui rappelle les limites du système. Et ces limites, elles vont être rappelées en permanence. Exemple, une caméra est éblouie par le soleil. Vous aurez automatiquement à l'écran une tache jaune de la zone où les performances de détection automatique sont réglées. Mais attention, à cet endroit-là, pour l'instant, parce que le soleil est comme ça marche moins bien. L'évolution de la turbidité aussi, on mesure en permanence la turbidité. Si, et un curseur que l'on a sur le téléphone, à couleur, quand tout est vert, c'est parfait, ça veut dire que les caméras voient bien, ça bascule à l'orange, on commence à avoir une baisse de turbidité, par définition, une baisse de performance, et si c'est rouge, et on a une titre que c'est écrit dans les textes, on est censé évacuer le public parce que le système lui ne voit plus avec des caméras subaquatiques par exemple. Et j'ai répondu à votre question. Après, c'est au niveau pénal, vous n'avez pas de données, par exemple, d'accident non plus, les vidéos ont été servies plutôt en justice, par exemple. Vous savez, aujourd'hui, un enregistrement vidéo ne constitue pas. Voilà, reste alors, à l'appréciation du juge, comme l'on dit, mais ne peut pas contenir un élément de preuve, tout du moins dans le droit français. Donc, voilà. Cela dit, moi je peux prendre le contre-pied de votre inquiétude. Vous savez, parmi les 20 accidents dont j'ai eu connaissance depuis que j'ai développé Poséidon, j'ai constaté une chose, c'est qu'à chaque fois, dans les témoignages, et là aussi c'est humain, lorsque la police va commencer à interroger les témoins vont toujours plus ou moins prendre parti pour la victime. Et qu'est-ce que faisait le maître nageur? Écoutez, je ne l'ai pas vu. Ah mais je crois bien qu'à ce moment-là, il était en train de discuter avec son collègue. C'est comme ça, c'est réflexe, c'est naturel.
Or, à ce moment-là, la vidéo pourra démontrer que le maître nageur était effectivement à son poste, en train de faire son job. On voit l'aspect positif de la chose aussi. Je voulais apporter quelque chose, c'est parce que ça c'est vachement important, en tout cas nous on généralise sur l'ensemble des étrangers. Client qui pourrait lire, témoigner du fait qu'il a vu le maître manager au café ou ce qu'on fait chez nous, c'est dès l'instant où, et là-dessus on insiste vraiment lourdement, dès l'instant où un maître manager est en pause, il enlève son t-shirt de surveillance, une veste de survêtement, bref, il n'a plus la tenue qu'il a normalement en survêtement. Ça c'est hyper important parce que le jour où vous avez un cas, vous avez toujours une personne bien intentionnée qui ira dire oui, quand on aura un café avec rien. Après, il va falloir que vous alliez prouver que ce maître nageur-là, au planning, il n'était pas prévu, qu'il est en pause. Ouais, là vous commencez à mettre les choses dans un truc très embarrassant. C'est un bon conseil, le t-shirt de surveillance en ville, on met des suspens, bref, identifiable comme C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voir être vu. Deux options qui doivent être fermement Justement, une petite observation à faire. Est-ce qu'il y a une réflexion européenne? Je peux donner un exemple. Vous nous avez montré des documents très intéressants sur là, il y a beaucoup de milieux aquatiques, de milieux naturels artificialisés. Je sais aussi qu'il y avait un projet que j'ai vu, parce que c'est un architecte assez célèbre, qui a construit une piscine en Autriche. Les maîtres nageurs, là justement, le protocole, c'est qu'ils soient invisibles. Ils sont mêlés au... Voilà. Alors, je voudrais faire là, il y a, et par du côté de l'évolution européenne, il y a quelque chose qui est plus tranquille. Non. Il n'y a aucun travaux européen, à ma connaissance, qui parle de la surveillance. C'est vraiment très différent d'une piscine à l'autre et d'un pays à l'autre. C'est que l'Allemagne Chaque pays a vraiment une conception très différente de un certain nombre de pays. Le client s'auto-surveille. Je pense dans des pays nordiques, Finlande ou autres. Il n'est pas gênant d'avoir certaines piscines qui sont ouvertes à certains moments publics sans surveillance du tout. Parce qu'on estime que le client est responsable et que s'il y va, il sait où il va, etc. etc. Dans d'autres pays, effectivement, on impose des choses comme en France ou autre, on est très, très réglementé. Donc c'est très difficile d'avoir une unification européenne au niveau de la surveillance. Donc on n'a pas abordé du tout dans les travaux européens la notion de surveillance, c'est vraiment très très spécifique. De même qu'on n'a pas abordé les taux de chlore parce que la chlore c'est pays, etc. On va de 0,2 à 15 ppm de chlore selon les pays. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas aborder parce qu'on n'est pas prêt à les unifier pour l'instant. Ça reste à suivre. Et aujourd'hui en France, on va mettre les choses en déguisé en calendrier la piscine. C'est pas une bonne idée. Pour d'autres pays, ça marche peut-être. Parce que voilà, comme on parle de voile. Est-ce qu'il existe au niveau européen un endroit où vous donnez des renseignements sur les prérogatives d'exercice et les diplômes des pays d'Europe? Ça, c'est normalement c'est le ministère des Sports qui va faire la liaison français. Quand faire une demande de dire ok, j'ai envie d'aller travailler dans quel pays, et normalement il y a un service, je ne sais plus lequel, qui est capable de vous répondre, qui devrait être en mesure de vous dire voilà, avec votre diplôme. Bon, le diplôme français est un des plus élevés, donc on est facilement reconnu dans d'autres pays, mais pas dans tous. Après, demander dans le pays où on veut aller, la réglementation et avec le texte, ce qui est demandé, on apporte les textes du PEBAN par exemple, et dans le pays concerné, on va vous donner une équivalence si l'équivalence il y a, ou on va vous demander de repasser des épreuves, soit le ministère français, peut-être dans certains pays européens, en tout cas, de pouvoir vous donner des notions d'expérience. Maintenant, je mets tout ça réserve à vérifier. J'ai des questions à Nicolas. Dans l'analyse que tu présentes, donc cette analyse 3D, on intègre les volumes, on intègre un pilier, etc. Et est-ce qu'aussi on intègre, alors en prévision, une conception sur plan architectural, est-ce qu'on intègre aussi eh bien, les conséquences de la luminance dans cette analyse-là, c'est-à-dire les zones qui vont être à forme reflet ou... On peut anticiper, bien sûr. Avec des plans, la problématique c'est que pour faire des plans comme ça, il faut avoir des plans relativement définitifs. Mais ceci dit, quand on voit le prix des projets de piscine, c'est plusieurs millions d'euros. Moi, j'invite les personnes qui vont sur ce type de projet, dans le cahier des charges, à demander une infographie. Parce que vous serez capable après, effectivement, de manière virtuelle, alors là, ça s'adresse effectivement aux professionnels de la surveillance, de vous promener, de mettre un clapot à la surface du mer et de voir effectivement les problématiques de visibilité. Et de faire vivre l'équipement en fait, on fait vivre l'équipement. Et puis avec aujourd'hui des outils, vous pouvez savoir la position du soleil à telle période.
par rapport à l'extérieur de nous, par exemple, défini sur la base d'un plan typologie de caméra, positionnement, etc. C'est toujours un paramètre que l'on ne connaît pas avant la maîtrise de la médecine. C'est par exemple la puissance de l'éclairage, l'impact de l'éclairage sur la poitrine, les notions de rétence en fonction des textures. Et tout ça, on va pouvoir le traiter qu'à posteriori, une fois que la piscine est passée. Si bien affiné, enfin, comme dit Nicolas, si le projet est bien abouti, on peut l'intégrer. Alors, ce qu'il y a, c'est moi qui suis pas l'utilisateur. Non, mais au final, c'est ça. C'était pas ça peut être justement, moi aujourd'hui, par exemple, les problèmes de monde, c'est d'identifier groupe d'ingénieurs de me donner en anticipant pour ce stade de la conception à la fois une configuration optimale en termes de puissance en fonction de la nature de la lumière, de la positionnement des sources de lumière et de texture sur laquelle la lumière va projeter. Mais ça te donne sur les textures, effectivement, en fonction du type de Tous les coefficients de réflexion et de réfraction sont bah là, je sais qu'au niveau de Poitiers, les équipes qui vont à Poitiers, on connaît l'équipe de Poitiers, mais il y a des laboratoires qui sont très très loin de ce type d'analyse. C'est tout ça, les changements des environnements. Tout ça, c'est un peu anticipé. Avant même que la première pierre soit posée, on doit avoir aussi bien même sur le plan acoustique. Bien, bon, merci. Merci.